Une millionnaire dans le coma se réveille après des années pour tomber amoureuse du jeune médecin, qui n'a jamais perdu espoir en elle. Le bip rythmé du moniteur cardiaque était le seul son dans la chambre faiblement éclairée de l'unité de soins intensifs. Des ombres dansaient doucement sur les murs tandis que les machines bourdonnaient sans relâche, préservant une vie fragile qui n'avait pas bougé depuis 3 ans. Max Carter se tenait au pied du lit d'hôpital, un dossier à la main. Mais ses yeux étaient fixés sur le visage de la femme immobile devant lui. Il s'approcha et s'assit lentement à côté d'elle, prenant sa main froide et pâle dans la sienne. Ses cheveux dorés, autrefois radiants et coiffés avec soin, reposaient maintenant sans vie, effleurant doucement l'oreiller blanc. « Bonjour, Ella, murmura-t-il. Sa voix douce mais emplie d'une détermination tranquille. « C'est encore moi. » La porte s'ouvrit dans un grincement. Une infirmière entra, l'expression solennelle. Elle parla à voix basse, comme si elle craignait que la vérité ne brise le silence trop brutalement. « Docteur Carter, le conseil médical a programmé une réunion la semaine prochaine. Ils vont réexaminer le cas du respirateur. Ça fait 3 ans. » Max ne leva pas les yeux, sa main se resserra légèrement autour de celle d'Ella. « Pas encore, dit-il fermement. Elle est toujours là, à l'intérieur. » L'infirmière hésita un instant, puis sortit discrètement, les laissant de nouveau seuls. Le bip du moniteur restait régulier, doux, mais présent. Il étudia son visage, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Puis son regard se posa sur sa poitrine, qui se soulevait et s'abaissait lentement avec l'aide de machines. Il tendit la main et la posa doucement sur son cœur. « Il pense que tu es parti, dit-il, sa voix tremblante. Presse un murmure, mais je sais que tu attends, simplement. » Il plongea la main dans la poche de sa blouse blanche et en sortit une petite paire d'écouteurs usés. Doucement, il les plaça près de ses oreilles et lança la musique sur son téléphone. Une douce mélodie du clair de lune de Debussy flotta dans la pièce. La mélodie emplit l'espace d'une douleur lancinante, comme un souvenir juste hors de portée. « Tu te bats toujours, n'est-ce pas ?» Pendant un instant, il n'y eut que le silence, puis sa paupière tressaillit. Max se figea, le souffle coupé. En se penchant vers elle, il la fixait, les yeux écarquillés, le cœur battant dans sa poitrine. C'était de nouveau là un léger tremblement indubitable. Ses doigts ne bougèrent pas, ses lèvres restèrent immobiles, mais ce minuscule tressaillement, il était réel et c'était suffisant. 3 ans plus tôt, le claquement sec des talons résonna dans le couloir de marbre du siège de la Fondation Monroe. Ella Monroe, 25 ans, élégante, posée et à l'ambition implacable, sortit de la salle du conseil avec un éclat dur dans ses yeux saphirs. Ses cheveux dorés tombaient parfaitement sur ses épaules, mais son expression était loin d'être sereine. « Incroyable !» claqua une voix derrière elle. Elle se retourna juste au moment où sa demi-sœur, Chloé Monroe, la rattrapait. Les yeux de Chloé brillaient de fureur. « Tu as encore recommencé, Ella. Tu m'as exclu du vote. Chaque fois, tu prends la décision avant que quiconque ait une chance de parler. » Elle haussa un sourcil, imperturbable. C'était une décision nécessaire. Le financement devait passer, tu le sais. Chloé ricana. « Tu n'écoutes personne, n'est-ce pas, pas même ta propre famille ? Tu aimes le pouvoir plus que les gens. Est-ce que tu te soucies même des gens que tu prétends aider ?» La voix d'Ella était glaciale. « Je me soucie d'obtenir des résultats, si cela heurte ta sensibilité. Tu n'es peut-être pas dans le bon secteur. » Chloé la dévisagea, la blessure perçant derrière la colère. « Un jour, Ella, tout ce contrôle ne te sauvera pas. » Sans un mot de plus, Ella se détourna et s'éloigna, les épaules raides, la mâchoire serrée. La pluie tombait à verse cette nuit-là alors qu'elle agrippait le volant, les lumières de la ville défilant en un flou. Ses jointures étaient blanches contre le cuir. La dispute résonnait encore à ses oreilles, pulsant au rythme de la musique qui jouait faiblement en fond. Un éclair déchira le ciel. Elle vit à peine le virage. Les pneus crissèrent, le métal se froissa. Le verre vola en éclats. Le noir. De retour aux soins intensifs, Max était assis, immobile, à côté d'elle, l'observant attentivement. Il avait vu d'innombrables patients, d'innombrables fins. Mais c'était différent. Cette femme, cette silhouette silencieuse et immobile, signifiait quelque chose de plus. Il écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « Reviens, murmura-t-il, reviens, c'est tout. » Sa paupière tressaillit de nouveau. Le moniteur bipa de manière régulière et pour la première fois depuis longtemps. Max laissa un petit sourire tremblant effleurer ses lèvres. « Elle se bat toujours, murmura-t-il, elle est toujours là. » Tandis que la musique continuait, il resta avec elle, sa main ne quittant jamais la sienne, ignorant qu'à l'extérieur de cette chambre silencieuse, tout était sur le point de changer. Il y a 6 ans. Les néons du couloir de l'hôpital clignotaient doucement alors que Max Carter était affalé sur un banc en plastique, les mains enfouies dans ses cheveux. Sa blouse blanche était encore impeccable. Il sortait juste de cours, mais son regard n'avait rien de serein. Dans la chambre de soins intensifs en face de lui, sa mère gisait, immobile, sa respiration faible, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Elle avait besoin d'une chirurgie valvulaire cardiaque de toute urgence. Et Max connaissait les risques. Sans cela, elle ne survivrait pas au mois.
Il avait déjà tout essayé, prêt, bourse. Suppliant tous les bureaux d'aide financière qu'il pouvait trouver. L'assurance de sa famille ne couvrait qu'une fraction du coût. L'assistante sociale de l'hôpital lui avait présenté ses excuses avec douceur. Ses yeux remplis de cette sympathie-lasse que Max en était venu à détester. Dans un dernier geste désespéré, il avait soumis une demande au Fonds de compassion médicale Monroe. Il avait lu à ce sujet sur un dépliant délavé dans le rôle de l'hôpital. Une chance infime, mais c'était tout ce qui lui restait. Cette nuit-là, Max resta au chevet de sa mère, lui tenant la main tandis que les machines bipaient et que les infirmières se déplaçaient silencieusement autour d'eux. Une semaine plus tard, il fut convoqué au bureau de la facturation. L'administratrice leva les yeux de son ordinateur avec un sourire surpris. « Monsieur Carter, nous avons été informés que la chirurgie de votre mère sera entièrement prise en charge. La Fondation Monroe vient d'approuver votre demande. » Max cligna des yeux. Quoi? Sa voix se brisa. « Oui, prise en charge complète, traitement immédiat. La chirurgie peut être programmée pour demain. » Il sortit du bureau, hébété. Ses jambes faillirent se dérober alors qu'il s'appuyait contre le mur, laissant échapper un souffle qui secoua tout son corps. Le soulagement l'inonda, la gratitude, l'incrédulité. Il n'avait jamais entendu parler d'Ella Monroe avant ce moment. Mais son nom venait de changer son monde. Une semaine plus tard, alors que sa mère se remettait dans une chambre privée, Max s'assit près de la fenêtre, un carnet à main. Il écrivit une lettre, ses mots maladroits d'émotion mais remplis de sincérité. « À quiconque a pris cette décision, merci. Vous lui avez sauvé la vie. Vous m'avez rendu ma mère. Je n'oublierai jamais cette bonté. » Il la signa, la scella et la déposa au bureau de la fondation, dont l'adresse figurait sur la brochure. Il n'eut jamais de réponse. Un mois après l'opération, Max assista à un symposium universitaire sur l'éthique médicale. Des points bonus, se souvenait-il. Bien qu'il n'en attendît rien, il s'assit au dernier rang, les bras croisés, l'esprit encore ailleurs. Puis elle monta sur scène, Ella Monroe. Il reconnut son nom sur les documents de la fondation. Sa présence était imposante. Même de l'autre côté de l'auditorium, elle portait un tailleur bleu marine. Ses cheveux blonds soigneusement attachés en arrière, le regard concentré, indéchiffrable. Elle commença à parler de la responsabilité éthique dans la philanthropie moderne, sa voix posée, précise, presque froide. Mais ensuite, quelque chose changea. Alors qu'elle parlait de la compassion, non pas comme un simple geste, mais comme un principe directeur pour allouer des fonds médicaux, ses yeux s'adoucirent. Très légèrement. À un bref instant, Max crut voir quelque chose sous son apparence maîtrisée. Une lueur de quelque chose de réel. Il la fixa, le cœur battant. « Elle ne me connaît même pas, pensa-t-il. Mais elle a sauvé la vie de ma mère. » Et à cet instant, quelque chose s'installa en lui, un vœu. Silencieux et tacite, mais absolu. « Un jour, je la rembourserai. Pas avec de l'argent, mais avec du sens, avec un but. » De retour au présent, Max se tenait près du lavabo dans la chambre d'Ella. Rinçant une brosse à poils souples, il la passa doucement dans ses cheveux dorés en faisant attention de ne pas tirer. Ils avaient poussé de manière inégale, devenus fragiles après des années d'immobilité. Mais il les gardait propres, lisses, soignés. Il plaça un bouquet de lavande fraîche sur la table de chevet. Le parfum emplit la pièce d'une touche de quelque chose d'ancien, de remémoré. Il ajusta la musique classique qui jouait doucement près de ses oreilles et s'assit, écrivant dans un carnet en cuir usé qu'il gardait juste pour elle. Il y notait chaque tressautement de paupières, chaque changement de respiration, chaque modification infime que personne d'autre ne croyait importante. Max avait passé des heures à lire des articles, à regarder des conférences de neurologie, à correspondre avec des spécialistes du monde entier. Il soumettait des propositions pour une stimulation neuronale expérimentale, de légers ajustements de physiothérapie. La plupart étaient rejetés. « C'est un cas, pas une priorité », lui avait-on dit. Mais pour Max, elle n'était pas un cas, elle était une promesse. Un soir, alors qu'il finissait de remettre en place la couverture d'Ella, une infirmière plus âgée passa. Elle travaillait à l'hôpital depuis plus longtemps que la plupart, avait vu des internes arriver et partir, des patients aller et venir. Elle s'arrêta sur le seuil, l'observant. « J'ai vu des médecins pleurer quand ils perdaient des patients, dit-elle doucement. Mais je n'ai jamais vu personne tenir une promesse à quelqu'un qui ne peut même pas les entendre. » Pendant 3 ans, Max ne répondit pas, il se contenta de sourire faiblement, les yeux toujours fixés sur le visage d'Ella. « Je n'ai pas besoin qu'elle m'entende, murmura-t-il. J'ai juste besoin qu'elle revienne. » La lumière du matin filtrait doucement à travers les stores de la chambre 304. Max Carter était assis sur sa chaise habituelle près du lit, un roman à la couverture rigide ouvert entre ses mains. Ses yeux, cependant, n'étaient pas sur les mots. Il se portait souvent sur la silhouette immobile à côté de lui. Elle s'appelait Ella Monroe et c'était le 1103e jour qu'il lui rendait visite. Dehors, des infirmières poussaient des chariots et murmuraient dans les couloirs. À l'intérieur,
C'était le calme, juste le rythme régulier du moniteur cardiaque, le doux sifflement du respirateur, et les notes légères du clair de lune de Debussy jouées par les minuscules haut-parleurs que Max avait placés près de son oreiller. Il tourna une page sans la lire, puis jeta un nouveau regard à Ella. Ses cheveux dorés captaient la lumière, soigneusement arrangée. Comme toujours, il tendit la main et ajusta doucement une mèche près de sa tempe. Alors, s'arriva. Ses doigts bougèrent. Au début, Max pensa que ce n'était rien, juste un spasme. Un réflexe nerveux. Mais cela se reproduisit. Une petite contraction, délibérée, de sa main droite. Son livre glissa sur le sol. Ella, souffla-t-il, se redressant, le cœur battant soudainement à tout rompre. Ses paupières tremblèrent. Il se pencha plus près, n'osant pas cligner des yeux, lentement, très lentement. Ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient d'abord flous, dérivant vers le plafond. Puis, dans un battement paniqué, ils s'agitèrent de droite à gauche, balayant la pièce inconnue. Les tubes, les machines. Et puis ses mains se levèrent faiblement, cherchant à tâtons le masque sur son visage. « Non, 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 dit Max rapidement, se levant. Ella, attends, respire, c'est tout. » Mais sa main avait trouvé le tube du respirateur. Elle tira fort. Le moniteur éclata en bip. Le respirateur siffla. Des alarmes hurlèrent dans l'air. La porte s'ouvrit brusquement. « Code bleu, soin intensif » cria une infirmière, se précipitant avec deux autres. Max se plaça à ses côtés, saisissant doucement mais fermement son poignet. « Ella, ça va. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Sa poitrine se soulevait alors qu'elle poussait et haletait, luttant pour respirer seule pour la première fois depuis des années. Les infirmières s'affairaient pour la stabiliser. Leurs mains un flou de mouvements exercés. Les yeux d'Ella trouvèrent ceux de Max, sauvages. Effrayé, vitreux. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix rauque, à peine audible. La gorge de Max se noua. Il cligna rapidement des yeux, s'efforçant de garder son calme. « Juste quelqu'un qui est heureux que tu sois de retour, dit-il doucement. » Elle le fixa un instant de plus avant que son regard ne se perde à nouveau. Emporté par l'épuisement, 3 jours plus tard, Ella Monroe fut transférée des soins intensifs à une chambre de convalescence privée. Ses signes vitaux s'étaient stabilisés et elle n'avait plus besoin du respirateur. Son corps était faible, atrophié par des années d'immobilité. Mais son cerveau montrait des signes de résilience inattendus. Les médecins appelaient cela un miracle. Les infirmières, quelque chose d'incroyable. Max, l'inévitable. Pourtant, il dut prendre ses distances. La procédure de l'hôpital exigeait qu'une fois un patient sorti du coma, son médecin traitant soit changé pour éviter tout attachement émotionnel. Max comprenait la logique. Il était même d'accord. Mais cela ne l'empêchait pas de revenir chaque soir, s'asseyant tranquillement dans un coin de sa chambre pendant qu'elle dormait, ou qu'elle fixait le plafond en silence. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis ce premier jour. Les mots venaient lentement. Sa mémoire était fragmentée. Parfois, elle se souvenait de son nom. D'autres fois, elle regardait son reflet avec confusion. Mais chaque fois que Max entrait, ses yeux le suivaient un peu plus longtemps. Il lui apportait des livres, des fleurs de lavande, des listes de lecture de musique classique. Il ne restait jamais longtemps, ne s'imposait jamais, mais il était toujours là. Un après-midi, une infirmière le remarqua et demanda « Docteur Carter, si vous n'êtes plus en charge de son cas, pourquoi venez-vous encore ?» Max jeta un regard à Ella, qui dormait paisiblement. « Parce que pendant longtemps, dit-il, elle a été la seule raison pour laquelle je continuais à venir. » Il se tourna, ajusta la couverture à ses pieds et sortit tranquillement de la chambre. Mais avant que la porte ne se referme, il jeta un dernier regard en arrière. Et à cet instant, les yeux d'Ella s'ouvrirent et rencontrèrent les siens. Le miroir ne mentait pas, mais cela n'avait pas de sens non plus. Ella se tenait devant, les mains agrippées au bord du lavabo pour garder l'équilibre. La femme qui la regardait semblait être un fantôme portant son visage. Ses cheveux dorés, autrefois coiffés avec précision et fierté, étaient inégaux, coupés court après les opérations. Sa peau était pâle, ses joues creuses, ses lèvres sans couleur. Et ses yeux perçants et puissants, qui réduisaient autrefois au silence les salles de conseil, et affolaient les journalistes, semblaient maintenant termes, confus, faibles. Elle se pencha plus près. Était-ce cela qu'elle était devenue? Son regard tomba sur la table voisine, où quelqu'un avait laissé une pile de magazines et d'articles, des fragments de son ancienne vie, maintenant estompés en écho lointain. Elle en prit un, sa main tremblante. Sur la couverture, elle se tenait droite dans un tailleur noir, les yeux plissés avec une confiance féroce. Le titre disait « La reine de glace de la Philange-Joupei, l'ascension impitoyable d'Ella Monroe ». Ses doigts se resserrèrent sur le papier glacé. « C'est moi » murmura-t-elle, l'incrédulité épaisse dans sa voix. Elle laissa tomber le magazine et s'assit lentement, submergée par une vague d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Colère, honte, perte, peu importait. Plus rien n'avait de sens. Les jours qui suivirent furent plus difficiles qu'elle ne l'avait prévu. La physiothérapie était un champ de bataille pour lequel elle n'était pas prête. Chaque mouvement provoquait des éclairs de douleur dans ses muscles,
Ses jambes refusaient de coopérer. Son corps la trahissait de nouveau et elle laissait éclater sa frustration contre les infirmières, contre elle-même. Je courais 10 kilomètres avant le petit déjeuner, lança-t-elle un jour. À bout de souffle après s'être à peine tenue debout. Le thérapeute sourit doucement. Vous le ferez à nouveau. Elle n'y croyait pas, mais quelqu'un d'autre y croyait. Chaque matin, des fleurs de lavande fraîches apparaissaient sur son rebord de fenêtre. Une écharpe douce ou un mot, une liste de lecture de musique classique était toujours prête sur le petit haut-parleur près d'eux. Son lit. Un jour, elle trouva un morceau de papier plié sous son oreiller. L'écriture était maintenant familière. Forte, soignée, discrète. Vous avez autrefois défendu des étrangers, laissez maintenant les autres vous défendre. Elle fixa les mots pendant un long moment. Puis les relut. Elle ne savait pas comment Max parvenait à trouver des moyens de l'atteindre. Même après avoir été officiellement retiré de ses soins, il ne s'attardait jamais, n'exigeait rien, il restait simplement, comme une encre qu'elle n'avait jamais demandé, mais dont elle avait besoin plus qu'elle ne le réalisait. Puis vint le pire jour, ce matin-là. Elle ne pouvait plus bouger du tout, ses membres semblaient lourds, ses pensées lentes. Après 2 pas, ses jambes la lâchèrent complètement. Elle s'effondra dans le couloir, trop fatiguée pour pleurer, trop en colère pour s'en soucier. Elle s'assit contre le mur, les bras autour de ses genoux, les larmes coulant enfin. C'est là que Max la trouva. Il ne dit rien. Il ne lui demanda pas si elle allait bien, il ne lui offrit pas de cliché. Au lieu de cela, il s'agenouilla devant elle avec une patience tranquille qui la brisa plus que les mots n'auraient pu le faire. De son petit sac de sport, il sortit ses chaussures d'entraînement, blanches avec une fine bande violette, et défit doucement les lacets. Une par une, il les enfila à ses pieds, les noua soigneusement, puis la regarda dans les yeux. « Je marcherai avec toi, dit-il doucement, sa voix posée et sûre, le temps qu'il faudra. » Son souffle se coupa. Personne ne lui avait jamais dit ça avant, pas sans condition, pas sans arrière-pensée. Et pourtant, il était là, la choisissant encore. Même maintenant qu'elle ne pouvait rien lui offrir en retour. Elle ne parla pas, elle hocha seulement la tête, une seule larme traçant son chemin sur sa joue. Et ensemble, ils restèrent assis en silence, 2 personnes qui n'avaient rien et tout en commun. La pluie tapotait doucement contre la fenêtre de la chambre de convalescence d'Ella. Dehors, la ville continuait sa course, voiture, parapluie. Étranger en mouvement, mais à l'intérieur, le temps était différent, plus lent, plus doux. Fragile. Elle était assise, calée dans son lit. Une couverture légère sur ses jambes. Ses cheveux avaient commencé à repousser, bouclant légèrement aux pointes, plus dorés que pâles maintenant. Ses yeux suivaient Max alors qu'il plaçait un nouveau bouquet de lavande sur la table d'appoint. Il apportait toujours la même sorte, l'odeur était devenue familière, voire réconfortante. Il alluma le petit haut-parleur près de son lit, parcourant ses listes de lecture habituelles. Quelques notes de Chopin, une suite pour violon, puis clair de lune. Elle clignait des yeux, le souffle coupé. Max lui jeta un regard. « Tu aimes toujours celui-ci » Ses yeux s'étaient écarquillés, sa main crispant involontairement la couverture. Les notes, douces et mélancoliques, résonnaient dans la pièce comme des voix d'une autre vie. Soudain, tout revint en un flot, un parquet en bois, la lumière de l'après-midi. Un piano blanc dans le coin d'une véranda. Sa mère assise à côté d'elle, souriant avec des yeux fatigués, guidant doucement ses doigts sur les touches. « Tu ne joues pas des notes, ma chérie » avait murmuré sa mère. « Tu racontes des histoires. » Elle se souvint de la façon dont la musique la calmait, de la façon dont sa mère fredonnait, de l'odeur du thé à la camomille, du léger grattement du banc de piano contre le parquet. Et puis un autre souvenir, l'hôpital, les machines, la main de sa mère glissant de la sienne. Le silence qui suivit. Elle halta, se serrant la poitrine. Max était à ses côtés en quelques secondes. Elle secoua lentement la tête, clignant des yeux à travers ses larmes. Je me souviens d'elle. Ma mère. Elle jouait ce morceau. Max s'assit à côté d'elle, silencieux, la laissant digérer le moment. « J'avais tout oublié, dit-elle doucement, jusqu'à maintenant. » Il hocha la tête. « C'est comme ça que les souvenirs fonctionnent parfois. Ils attendent la bonne note. » Le lendemain, elle a entendu 2 infirmières parler devant sa chambre. Elle ne chuchotait pas, bavardant simplement pendant un changement d'équipe, ignorant que la porte était restée légèrement entr'ouverte. « C'est un miracle qu'elle se soit réveillée, » dit l'une d'elles. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » gloussa l'autre. « Eh bien, lui. Il y croit. Max Carter est venu tous les jours pendant 3 ans. » « Vraiment ? Oui. Tu ne savais pas ? Elle a sauvé sa mère un jour, en approuvant une opération via sa fondation. Il ne l'a même jamais rencontrée. Mais quand elle est tombée dans le coma, il est juste resté. » La première infirmière marqua une pause. 3 ans. C'est plus que du dévouement. C'est autre chose. Elle resta immobile, le cœur battant à tout rompre, ce soir-là, quand Max passa avec son thé et sa musique.
Elle attendit qu'il ait fini d'ajuster la couverture sur sa chaise. « C'est vrai ?» demanda-t-elle soudainement. Il se tourna vers elle, un peu pris au dépourvu. « Qu'est-ce qui est vrai? Que j'ai aidé ta mère? Que la Fondation Monroe a approuvé son opération ?» Il hésita juste une seconde, puis hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? »« Parce que ça n'a plus d'importance maintenant. » dit-il tranquillement. « Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu ne savais même pas qui j'étais. Mais tu l'as sauvé quand même. » Elle releva les yeux vers lui, son regard scrutateur. « Alors ça, tout ça, tu rembourses une dette ?» Max secoua la tête. « Non, dit-il fermement. Je ne rembourse rien. J'honore un miracle. Un moment de grâce qui a tout changé. Tu m'as rendu ma mère et quand tu as su besoin de quelqu'un, j'ai juste voulu être cette personne. » Elle cligna fortement des yeux. Sa poitrine se serra de nouveau. Mais pas de peur cette fois, de quelque chose de bien plus profond. Elle tendit la main vers lui. Lentement, avec hésitation, puis le tira près d'elle. C'était la première fois qu'elle initiait le contact. La première fois qu'elle laissait quelqu'un entrer sans question ni barrière. Max se figea une demi-seconde, puis se laissa expirer. Enroulant doucement ses bras autour d'elle, aucun d'eux ne parla. Il n'en avait pas besoin. Dans ce moment de calme, dans la douce lueur de la fin de l'après-midi, elle a trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas avoir perdu. La confiance. Et Max, il sentit enfin ce que signifiait boucler la boucle. Le coup à la porte était doux, presque poli. Elle leva les yeux de la fenêtre. Un livre à moitié ouvert sur ses genoux. Elle était plus forte maintenant, marchant toujours avec une canne, encore fatiguée par la thérapie. Mais sa posture avait changé. Elle s'asseyait plus droite, plus présente, plus elle-même. La porte s'ouvrit. « Bonjour, petite sœur » dit Claude en entrant avec un sourire prudent. Sa voix était douce, travaillée. Son manteau de créateur épousait parfaitement sa silhouette. Pas une mèche de ses cheveux noirs ne dépassait. Les yeux d'Ella se plissèrent légèrement. « Claude, tu as meilleure mine que ce à quoi je m'attendais » dit Claude, posant un bouquet de roses blanches sur la table sans attendre d'invitation. « On m'avait dit que tu ne pourrais peut-être même pas parler. Je vois qu'il avait tort. Je suppose que j'ai surpris quelques personnes, répondit calmement Ella. Claude se tourna, joignant soigneusement ses mains devant elle. Tu devrais savoir que la Fondation Monroe a failli être dissoute pendant que tu étais inconsciente. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour la maintenir en vie. Tu pourrais peut-être me remercier pour ça. Ella ne répondit pas. Elle étudia le visage de Claude. La lueur dans ses yeux sous le sourire contrôlé, froide, distante, calculatrice. Les souvenirs commencèrent à se dérouler, des fragments d'abord, puis plus nets. La salle de réunion, le contrat, la pression. Tu dois te retirer, Ella, lui a dit Claude, en lui tendant une pile de papier tarinsoir. C'est temporaire, avait insisté Claude, jusqu'à ce que le conseil se calme. Jusqu'à ce que ton image se rétablisse. Mais ça n'avait pas été temporaire. Ella se souvint de la façon dont sa voix s'était brisée pendant cette conversation. De la façon dont elle avait fixé le document. La trahison et l'épuisement la rongeant à parts égales. Elle l'avait signé cette nuit-là et était partie dans la tempête. L'accident était survenu peu après. Je me souviens de ce qui s'est passé, dit-elle là tranquillement. Claude pencha la tête. Que veux-tu dire? Tu m'as forcé à partir. Tu m'as poussé à bout. Tu m'as regardé m'effondrer et tu n'as rien fait pour l'arrêter. L'expression de Claude vacilla. Elle a continué. Pourquoi? Il y eut une pause. Puis, pour la première fois, le masque de Claude se fissura. Ses yeux s'assombrirent. Sa voix devint basse. « Parce que je n'ai jamais été assez bien, dit-elle, pas pour eux, pas pour la presse, pas pour les donateurs. Tu as toujours été l'enfant prodige, celle dont il parlait avec admiration, celle qui, disait-il, avait l'esprit Monroe. Moi, j'étais juste l'autre. » Le souffle d'Ella se coupa. « J'ai travaillé tout aussi dur, continua Claude. J'ai étudié, j'ai noué des partenariats. J'ai conclu des marchés. Mais toi, tu entrais avec ces cheveux, cette voix, ce visage. Et soudain j'étais invisible. Même quand papa est mort. Le testament était clair, tout te revenait. Je n'étais qu'une note de bas de page dans ma propre famille. » Elle a secoué la tête. « Je n'ai jamais essayé de te prendre quoi que ce soit. » Non, dit Claude. Tu n'as pas eu à le faire. Tout a été servi sur un plateau. Un lourd silence s'installa entre elles. Finalement, Claude soupira. Son sourire revenant comme un rideau tiré sur une fenêtre fissurée. « Quoi qu'il en soit, je suis sûr que le conseil voudra te voir. Mais ne te mets pas trop à l'aise. Tu n'es pas vraiment en état de diriger une fondation. » Elle partit sans un mot de plus. 2 semaines plus tard, la salle du conseil de la fondation Monroe bourdonnait de conversations feutrées. Claude se tenait avec assurance à la tête de la table, sur le point de parler. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Elle entra lentement, s'appuyant sur sa canne. Chaque pas délibéré. Les conversations cessèrent. Elle portait un blasé bleu marine, simple mais élégant. Et bien que son corps soit encore en convalescence, son regard était fixe. Max se tenait au fond de la salle, silencieux. Le sourire de Claude vacilla. Elle s'avança et posa les 2 mains sur la table. Sa voix était calme. Ferme. « J'avais oublié qui j'étais, dit-elle.
Mais je m'en souviens maintenant. Elle regarda chaque membre du conseil. J'ai bâti cette fondation pour donner de secondes chances. Parce que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force qui a un but. Je ne suis pas ici pour demander la permission. Puis elle regarda Claude. Je suis ici pour récupérer ce qui n'a jamais été à toi. La gentillesse n'est pas une arme, pas en mon nom. La salle était silencieuse, et la Monroe était de retour. Dans son nouvel appartement, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, réchauffant les murs gris pâles et les étagères remplies de fleurs et de photos encadrées. Elle a ouvert la porte, tenant des courses dans un bras, sa canne dans l'autre. Elle n'était plus la femme dans le lit d'hôpital, ni la silhouette froide des magazines sur papier glacé. Quelque chose avait changé. Quelque chose à l'intérieur s'était apaisé. Dans la cuisine, Max coupait des oignons avec des gestes experts. L'ail et le romarin flottaient dans l'air. « Tu es en avance » dit Ella en posant le sac sur le comptoir. « Tu es en retard » répondit Max sans lever les yeux. « Et encore du jasmin vert. Tu fais ça exprès. » Elle eut un petit sourire narquois. « Tu survivras. » Il fit la moue. À peine. Ces moments calmes et ordinaires étaient devenus leur rythme. Cuisiner, se taquiner, débattre du thé et des serviettes. Ils étaient petits, imparfaits et magnifiquement réels. 2 mois plus tôt, elle avait lancé une initiative à but non lucratif pour offrir une compagnie au chevet des patients dans le coma sans famille. Personne ne devrait être seul, disait la mission. Elle avait déjà mis en relation des dizaines de bénévoles avec des hôpitaux. Elle a dirigé le projet avec son ancienne précision, mais un nouveau type de cœur. Max servait de conseiller médical, offrant son expertise et un ancrage lorsque l'ambition menaçait de dépasser la logistique. Ils travaillaient ensemble, vivaient ensemble, grandissaient ensemble. Leur amour n'avait pas explosé, il avait éclos tranquillement, comme quelque chose qu'ils avaient tous deux attendu longtemps. Un soir, assis par terre dans la cuisine, partageant les restes, elle a regardé Max. Sa voix n'a pas été plus qu'un murmure. « Si je ne m'étais jamais réveillé, serais-tu quand même venu ?» Sans hésitation, il répondit. « Je ne suis jamais venu pour te réveiller. Je suis venu pour me rappeler que l'espoir existe. » Toujours. Elle le regarda et quelque chose en elle changea, tendant la main. Elle posa la sienne sur la sienne. « Alors rappelons-le-nous l'un à l'autre. » Chaque jour, il posa sa tasse et se tourna vers elle. Silencieux un instant. Puis il sourit et l'embrassa. Ce n'était pas un grand baiser. C'était doux, certain, plein de promesses tacites, dans la douce lumière dorée de la cuisine. C'était tout. 1 an plus tard, le monde avait changé, tranquillement, doucement. Comme un jardin qui avait enfin trouvé son rythme. Et la Monroe se tenait derrière un pupitre sous un auvent blanc, sa voix posée. Ses mots doux mais clairs. Des dizaines de journalistes et d'invités étaient assis devant elle sur des chaises pliantes, le vent printanier effleurant leurs cheveux tandis qu'ils écoutaient. « On me demande souvent ce qui m'a ramené, dit-elle. Qu'est-ce qui m'a réveillé ?» Elle marqua une pause, son regard balayant la foule. Ce n'était pas un miracle de la médecine. Bien que la médecine ait joué son rôle, ce n'était pas la science ou la technologie. Pas entièrement. Elle sourit, puis jeta un regard vers le bord de la tente où Max se tenait tranquillement à côté d'une table de bouquet de lavande. C'était la patience, continua-t-elle. Et une bonté silencieuse. Celle qui ne demande jamais de reconnaissance, celle qui attend. Et attend et croit toujours. La foule était silencieuse et mue. Elle hocha la tête une fois, puis descendit du podium sous les applaudissements discrets du public. La fondation qu'elle avait créée, l'initiative Kiop, était désormais partenaire de plus de 100 hôpitaux à travers le pays. Des centaines de patients dans le coma ou en fin de vie n'étaient plus seuls. Des bénévoles veillaient, de la musique jouait. Des fleurs s'épanouissaient sur les rebords de fenêtres et chaque matin, comme une horloge, Max plaçait une tige de lavande fraîche dans un vase sur leur porche avant de se rendre à l'hôpital. C'était devenu leur rituel, leur façon de dire « je crois toujours » ce soir-là. Elle monta les escaliers jusqu'au toit terrasse de leur immeuble. Le soleil commençait sa descente, baignant le ciel d'or et de rose tendre. Une brise soufflait doucement et la ville en contrebas bourdonnait doucement. Elle ouvrit la porte du toit et sortit, puis s'arrêta. Là, sur la table, se trouvait une petite boîte enveloppée dans un simple papier parchemin. À côté, un mot manuscrit de la même écriture nette et familière qui lui avait autrefois laissé des messages quotidiens à l'hôpital. Elle l'ouvrit lentement. Certaines histoires d'amour ne commencent pas par un baiser. Elles commencent par le silence et l'attente. À côté du mot se trouvait un bracelet, délicat, fait du fin cordon noir d'une vieille paire d'écouteurs, légèrement effiloché aux extrémités mais soigneusement tissé en une boucle avec une minuscule perle d'argent au centre. Sa main trembla en le ramassant. C'était ça, les mêmes écouteurs que Max avait utilisés chaque jour pendant 3 ans pour jouer du Debussy presse. De son lit d'hôpital, le même cordon qui avait porté la musique que sa mère aimait autrefois, le son qu'il avait tiré de l'obscurité. Derrière elle, des pas. Elle se tourna. Max était là, les mains dans les poches, le regard fixe. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin, il s'approcha lentement.
prit le bracelet de ses doigts et le glissa doucement à son poignet. Ses doigts s'attardèrent un instant, puis il leva les yeux. Pas de bague, pas de grande demande en mariage. Juste une promesse. Elle a souri, les yeux brillants. Oui, murmura-t-elle, bien qu'il n'ait rien demandé. À ce moment, une petite voix appela depuis la cage d'escalier. Mademoiselle est là donc Max? Ils se tournèrent. Diane? La petite fille pleine de vie de Max s'était occupée en tant que résident en pédiatrie. Arriva en courant sur le toit terrasse, ses boucles rebondissant. « Il y aura de la lavande à votre mariage ?» demanda-t-elle à bout de souffle. Elle s'agenouilla pour la serrer dans ses bras. « Bien sûr qu'il y en aura. Des tonnes. Rien que de la meilleure, loussa Max. Elle a déjà choisi les fleurs, tu sais. » Diane rayonna. « Je peux être la demoiselle d'honneur ?» Ella et Max échangèrent un regard si plein de tendresse qu'il aurait pu faire rougir le ciel. Elle hocha la tête. On ne l'imaginerait pas autrement. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une lueur chaude sur le toit terrasse. Ils se tenaient là tous les trois, un cœur guéri, un cœur fidèle et un cœur rempli de joie. Personne ne dit un mot de plus, mais dans le silence, tout était compris. Et dans ce calme, l'espoir fleurit à nouveau. Certaines histoires ne commencent pas par un grand geste, mais par des moments discrets. Un espoir inébranlable et un cœur qui choisit de rester, peu importe le temps que cela prendra. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la force tranquille de l'amour, ou vous a donné de l'espoir quand vous en aviez le plus besoin, alors votre place est ici. Abonnez-vous à Soulstojin Story pour plus de récits qui guérissent. Inspire et reste avec vous longtemps après que l'écran s'éteint. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas celles qui crient, mais celles qui murmurent et ne quittent jamais votre âme.